que le traumatisé, j'ai pris pour habitude de dire aux étudiants de quatrième année de médecine avec qui je passe beaucoup de temps que le traumatisé crânioencéphalique, c'est le patient de tout le monde. C'est la préoccupation de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde, mais c'est aussi le miroir et le reflet de ce que chacun de nous sait faire de mieux, prendre en charge ses patients. C'est pour cela que j'ai été intéressé par le thème en lui-même, pas les traumatismes crânioencéphaliques en eux-mêmes, mais par, pardon, il y a des collègues qui souhaitent voir le professeur Fatiga. Ben voilà, j'espère que c'est fait maintenant. Donc, je disais tantôt, pas parce que nous allons échanger à propos des traumatismes crânioencéphaliques, mais justement parce que nous allons nous intéresser au rôle du médecin généraliste. Et je voudrais assurer les uns et les autres que plus que tout le monde, le médecin généraliste est d'abord celui à qui revient la prise en charge d'un traumatisé crânioencéphalique. La prise en charge d'un patient traumatisé encéphalique n'est donc pas, comme on a tendance à le croire, une affaire de médecin spécialiste, une affaire de sachant, de savant ou de sommité. C'est d'abord une affaire de ceux qui, ces patients tombent en premier, qui a fait quoi au départ, et c'est de ce que, justement, les premiers qui voient toujours ces patients, c'est-à-dire les apprenants, les stagiaires internés, les internes des hôpitaux, les médecins généralistes et parfois les urgentistes, c'est ce que ces premiers intervenants ont fait de ce patient qui vont déterminer le devenir de ce patient traumatisé crânioencéphalique. Je voudrais nous rassurer qu'il n'y a rien de nouveau que je dirais lors de cette séance. Donc, nous allons juste nous refixer les idées. Comme je l'ai dit, désacraliser la chose de manière à ce que quand nous allons sortir de cette séance d'échange, j'insiste, les 156 que nous sommes pour l'instant en ligne, nous sommes passés à 157. Nous aurons en réalité 157 spécialistes de la prise en charge des traumatismes crânioencéphaliques. Alors, je vais partager avec vous quelques dias. Voilà. Je voudrais m'assurer que mon écran est partagé et vu par tous. Docteur Facinou. Oui, professeur, nous voyons l'écran est vu par tous, effectivement. Super, merci. Donc, je disais tantôt que je vais faire passer juste quelques diapositives, elles sont pas nombreuses, pour nous refixer justement les idées. Et puis, comme cela est prévu, nous aurons affaire à échanger. Et s'il y a des préoccupations qui n'ont pas été suffisamment clarifiées, je vais donner des détails supplémentaires. Alors, comme je disais, en partageant avec vous cette communication, l'objectif premier, c'était que nous échangeons, vous et moi, sur ce que nous savons des traumatismes crânioencéphaliques et qu'au finish, nous puissions avoir une démarche qui soit systématisée quand on parle de prise en charge d'un traumatisé crânioencéphalique vu par un médecin généraliste. Il faut qu'à la fin, nous soyons en mesure d'apprécier la gravité d'un traumatisme crânioencéphalique. Et pour finir, je vais énumérer les principales obligations thérapeutiques qu'a un médecin généraliste vis-à-vis d'un patient traumatisé crânioencéphalique. Si je vais trop vite, vous pouvez me attirer mon attention. D'habitude, j'ai un débit très rapide.
Là, je fais l'effort d'aller posément dans le rôle du gentil papa, du gentil tonton et du gentil enseignant. Donc, si c'est trop rapide, n'hésitez pas à attirer mon attention là-dessus. Parfait. Alors, pour faire simple, on aura un plan tout aussi simplifié. C'est ce que j'ai appelé une démarche cognitive et une démarche décisionnelle. Habituellement, quand je fais un partage d'expérience, j'introduis, je conclus et ensuite je vais dans les détails. Mais pour une fois, par respect, par considération pour mon auditoire, je suis resté classique. Ce qui, rassurez-vous, n'enlèvera rien à la compréhension que chacun de nous aura de cette présentation à la fin de l'exposé. Il nous faut situer quelques données fondamentales pour qu'on comprenne que lorsque nous parlons du traumatisme crânio-encéphalique, on parle avant tout de l'intégrité du crâne ou de l'encéphale, et cela faisant suite à une agression. Elle peut être directe ou indirecte, mais elle vient toujours d'un agent extérieur. C'est dit que les notions d'électrocution, de brûlure du crâne, tout ça ne sont pas des traumatismes crânio-encéphaliques puisqu'elles ne vont pas générer les mêmes lésions et donc ne vont pas impliquer la même prise en charge. Pour qu'on parle de traumatisme crânio-encéphalique, il faut que le crâne et ou l'encéphale soit touché suite à une agression mécanique. Il faut tout de suite, quand on parle de traumatisme crânio-encéphalique, avoir à l'idée que ce n'est jamais une situation stable, c'est toujours dynamique. Le traumatisme crânio-encéphalique va évoluer vers une guérison ou vers une aggravation. Et qui dit aggravation dit coma, c'est-à-dire qu'on va vers le décès. Mais l'aggravation est aussi fonctionnelle. C'est un patient qu'on va peut-être récupérer de son coma, mais qui va garder des séquelles. C'est dire combien c'est grave les traumatismes crânio-encéphaliques, quel que soit l'état dans lequel on a eu à voir le patient. Ce n'est pas un tabou de dire que c'est ce que nous rencontrons tous les jours, vous et moi, dans notre pratique, en tant que médecin et en tant que particulier, en tant que civil, en tant que personne mobile. Une fois ou plusieurs fois dans nos vies, chacun de nous a déjà assisté à un accident survenu sur la voie publique, une agression, une chute d'un arbre où le patient s'est retrouvé avec des lésions, entre autres un traumatisme crânio-encéphalique. Ce qui fait que finalement, comme je l'ai dit dans mes propos introductifs, c'est l'affaire de nous tous, c'est l'affaire de vous et moi, et qui va impliquer réanimateurs, radiologues, médecins généralistes, mais aussi qui va avoir comme conséquence, parce que les traumatismes crânio-encéphaliques font partie de ces affections qui, dans une majorité des cas, sont le fait de l'homme. Ce n'est pas une fatalité, les traumatismes, c'est le fait de l'être humain. Et malheureusement, ce sont toujours des sujets jeunes, audacieux. Pour revenir à ce qui nous concerne aujourd'hui, en fait, quand on parle de traumatisé crânio-encéphalique, il y a toujours une prédisposition que nous devons avoir à s'occuper de ces patients, qui que nous soyons. Et là, je suis dans la peau du médecin généraliste. Il y a toujours une question d'environnement de ces patients. Et puis, il y a que, en tant que médecin, nous devons toujours anticiper. En réalité, c'est l'anticipation que nous avons en tant que médecin généraliste, ayant été au premier plan et ayant les tiré d'affaires plus tard, mais aussi qui
le terrain aux neurochirurgiens, aux réanimateurs. Vous serez toujours les premiers à voir ces patients. Vous serez toujours les premiers à les orienter. Vous serez toujours les premiers à donner des directives. C'est pour ça que chaque fois qu'on a un traumatisé crânioencéphalique, on est confronté à deux préoccupations, deux questions. La première, c'est de se demander que se passe-t-il dans la tête, dans le cerveau, dans le crâne de ce patient. Toujours. Et la seconde préoccupation, c'est si on est préoccupé de savoir ce qui se passe, on devrait qu'est-ce qu'il faut faire à titre individuel et à titre collectif. Tout à l'heure, que tomber sur un patient traumatisé crânioencéphalique n'est pas un jeu de passe-passe. Je l'ai reçu, je ne suis pas spécialiste, je l'envoie au spécialiste. Le premier spécialiste à prendre en charge un traumatisé crânioencéphalique, c'est le médecin généraliste. Et donc, quand on est amené à se poser ces deux questions, que se passe-t-il et que faut-il faire, on est confronté à une question de prérequis. Que se passe-t-il revient à se demander qu'est-ce que je sais des traumatismes crânioencéphaliques. Et que faut-il faire revient à de ce que je sais des traumatismes crânioencéphaliques, qu'est-ce que de manière pragmatique je peux réaliser. Sur le terrain, on ne se pose pas ces questions. Les deux se valent, les deux s'entrechoquent parce qu'on se pose 1000 questions. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il a? Mais en même temps, on agit. C'est donc intriqué l'un dans l'autre. Nous allons donc, dans un premier temps, revenir à ce qui se passe dans la tête, dans le crâne d'un patient traumatisé crânioencéphalique pour nous permettre de savoir ce qu'il faut, mais surtout ce que nous devons faire. Ce qu'il faut, mais surtout ce que nous avons l'obligation de faire. Et je puis vous assurer que de par mon expérience, une vingtaine d'années maintenant comme neurochirurgien, rien de ce qu'il faut faire pour un traumatisé crânioencéphalique ne vous dépasse en tant que médecin généraliste. Rien. On nous a tous appris que la prise en charge d'un traumatisé crânioencéphalique est médico-chirurgicale. Je peux vous assurer que moins de 10% des patients traumatisés crânioencéphaliques sont opérés. Le reste sont pris en charge médicalement et selon leur état, vont se retrouver, vont s'arrêter à votre niveau ou vont continuer dans une unité de réanimation. C'est dire combien c'était pertinent, c'était judicieux et c'était neuro-intelligent d'avoir choisi pareil thème. Vous comprendrez à quel point je me sens honoré d'avoir à vous l'exposer. Alors, que se passe-t-il? C'est tout bête. C'est toujours la partie la moins agréable de cette présentation, mais ne vous en faites pas, j'ai fait le maximum d'efforts pour que cela soit digeste. C'est dire que je vous invite à un peu, mais juste un peu, un tout petit peu d'attention et de concentration pour qu'on capte au mieux parce que ce sont des choses que nous savons, ce sont des choses que vous savez. Que se passe-t-il? Ça repose sur trois préoccupations. Sur ce que les sachants, les savants appellent de la biomécanique. Nous avons dit tantôt que c'est une agression mécanique directe ou indirecte. Donc, quand on parle de biomécanique, c'est qu'est-ce qui est engendré
par cette agression, quelle en est la conséquence? C'est ça la physiopathologie et comment est-ce qu'on en évalue? C'est ça l'évaluation. Et c'est ça ce qui se passe. Et c'est pour ça que nous avons parlé de prérequis. C'est pas difficile à comprendre. Il faut juste se dire que chaque fois qu'il y a eu un traumatisme crânioencéphalique, c'est parce qu'il y a eu deux protagonistes. Il y a eu le crâne et ou l'encéphale d'un côté et il y a eu un agent, c'est-à-dire un agresseur de l'autre. Dans un cas comme dans l'autre, les rôles peuvent s'inverser. Des fois, c'est le cerveau, le crâne qui est l'agresseur. C'est le crâne qui ira agresser un pylône tranquille. C'est le crâne qui ira agresser une surface dure. Mais des fois, c'est le crâne qui est agressé. C'est dans ce cas qu'on reçoit les patients. Quand ils viennent, on vous dit qu'il a reçu un goudin, qu'il a reçu un coup de pierre parce qu'il y a eu une risque et une bagarre. Dans un cas comme dans l'autre, quand ça arrive, il y a deux situations traumatiques qui s'installent. Il y a ce que nous appelons un traumatisme statique et il y a ce que nous appelons un traumatisme dynamique. Statique parce que c'est le crâne qui est allé heurter et dynamique parce que c'est le crâne en mouvement qui est allé agresser. Alors, dans un traumatisme statique, c'est qu'au départ, la tête, elle est immobile. Elle va le rester. Elle va se faire agresser. C'est toujours comme ça. C'est ça la question des risques. Quand ça se passe comme ça, c'est exactement comme si vous donnez un coup de marteau sur un mur, vous créez une lésion. Nos maîtres appellent ça des lésions focales. Étant donné que c'est une agression directe, ça donne une lésion directe. C'est ce que nous avons essayé d'imager en vous montrant. Je ne sais pas si c'est visible, il y a des fractures simples, il y a ce que nous appelons dans notre jargon des embarrures, c'est-à-dire lorsque les deux os du crâne ont bougé. Mais là, ce sont des lésions de contact, c'est sur la surface. Mais il arrive que la surface soit intacte et que les dégâts se passent à l'intérieur de la boîte crânienne. Et là, c'est le cerveau. Mais des fois, c'est la tête qui est en mouvement et il va heurter une surface dure. Il va entrer en collision avec une surface dure. Ce qui arrive dans cette situation, c'est que le cerveau, étant en mouvement, est en accélération et donc ayant heurté un objet quel qu'il soit, va être brutalement stoppé. Ça donne des lésions beaucoup plus graves. Comme je disais tantôt, c'est la partie la moins agréable de cette présentation, mais je vous invite encore à un tout petit peu d'attention. Dans un cas comme dans l'autre, lorsque cela arrive, c'est que le cerveau va faire des navettes. Il va bouger à l'intérieur de la boîte crânienne et à l'intérieur de cette boîte, ce cerveau mou comme du beurre, souple comme un contenu d'œuf, va subir différents types de lésions. Ce sont des mouvements pendulaires qui se passent à l'intérieur de la boîte crânienne jusqu'à ce que le mouvement soit totalement décéléré. Imaginez ce que ça donne. C'est ça qui fait que lorsque des fois vous recevez ces patients et qu'ils ont les moyens pour faire un scanner cérébral, vous tombez sur de multiples lésions qui sont diffuses, c'est-à-dire qu'on en trouve partout
dans ce cerveau abîmé. Plus le cerveau est abîmé, plus vous vous rendez compte de la violence du choc subi. Je ne rentre pas dans les détails des différents types de lésions que ça crée. Toujours est-il que, quel que soit le mécanisme, les circonstances, les causes par lesquelles ce traumatisme est arrivé, on va avoir dans un premier temps un certain nombre de lésions et puis ce faisant, il va s'ajouter d'autres lésions que nous appelons des lésions secondaires. Je voudrais dès à présent que nous restons attentifs sur ce que nous appelons les lésions secondaires, puisque ces lésions secondaires sont justement la tasse de thé, le plat de résistance et le dessert du médecin généraliste. Ces lésions cérébrales secondaires sont la tasse de thé, le plat de résistance et le dessert du médecin généraliste. Ce qui est arrivé lors du choc est arrivé. Ce qui ne doit pas arriver ensuite, ce sont ces lésions secondaires sur lesquelles le médecin généraliste est le premier intervenant, sur lesquelles le médecin généraliste est le sauveur ou le liquidateur. Dans tous les cas, lorsque ces lésions sont survenues, ce que j'ai appelé les lésions cérébrales primaires, donc qui sont le fait du traumatisme subi, il y a toujours des circonstances qui viennent aggraver les choses. Selon l'état du patient, il va se retrouver diminué par exemple, il va se retrouver dans l'impossibilité de se contrôler, donc d'avoir un contrôle propre, sain sur sa respiration. Pour des raisons données, il va peut-être saigner. Pour des raisons données, il va peut-être avoir des difficultés avec sa tension artérielle qui peut monter, c'est-à-dire s'élever, une hypertension ou s'abaisser, une hypotension. Ces circonstances viendront s'ajouter aux lésions déjà créées par le traumatisme lui-même, donc les lésions primaires. Ils vont se constituer en une association de malfaiteurs et vont générer ce que nous appelons des lésions secondaires. La tasse de thé, le plat de résistance et le dessert du médecin généraliste, les lésions secondaires. Ces lésions secondaires, dans leur bon rôle de malfaiteurs, génèrent une augmentation de la pression à l'intérieur de la boîte crânienne. Et on a toujours tendance à être regardant pour dire qu'il a une hypertension intracrânienne, ce qui est vrai. Cela ne devait pas être notre préoccupation majeure. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus la pression à l'intérieur du crâne est élevée, moins le cerveau est irrigué. C'est ce qui est appelé une baisse du débit sanguin cérébral. Et moins le cerveau est perfusé, moins il reçoit donc du sucre dont il a besoin, le glucose, et moins il reçoit de l'oxygène, le deuxième ingrédient dont se nourrit le cerveau, le sucre et l'oxygène. Et quand c'est comme ça, qui dit baisse de débit sanguin cérébral en abrégé DSC va aboutir à une mort cérébrale. C'est aussi simple que bonjour. Association, lésion cérébrale primaire du fait de l'agression du cerveau, une perte de contrôle de soi ayant engendré une baisse ou une augmentation de la saturation, une tension artérielle qui fait le yo-yo, un saignement, vont s'associer aux lésions primaires pour générer des lésions secondaires dont la finalité, lorsque le médecin généraliste n'a rien fait,
la finalité sera une ischémie cérébrale, c'est-à-dire un décès. Quand tout cela est arrivé, ce que nous avons à faire, c'est une évaluation de la situation. Quand on sait ce qui se passe, ce que j'ai donné de manière ramassée et expéditive, on doit pouvoir dire j'évalue. Et il faut toujours être systématisé quand vous examinez un patient en tant que médecin généraliste. C'est un canevas, il n'y a pas de navette et de va-et-vient. On part d'une appréciation générale. Dans quel état visuel se trouve ce patient? Ça commence par là. Parce que vous et moi, selon le cas, n'êtes pas dans la boîte crânienne de ce patient. Donc, on sait imaginer ce qui se passe dans sa tête, mais nous n'y sommes pas. Donc, la première chose que nous pouvons faire, c'est de regarder et dire, ce patient traumatisé crânioencéphalique, comment se présente-t-il? Les médecins que nous sommes, l'examiner. Le fait est que le cerveau est, et ça, il faut qu'on le sache aujourd'hui, si ce n'était pas le cas, le cerveau est tellement tributaire de l'environnement dans lequel il est quand il est traumatisé que la troisième obligation qui est faite aux médecins généralistes qui tombent sur un traumatisé crânioencéphalique, c'est d'examiner de fond en comble ce patient, donc de s'intéresser à tous les autres appareils. Il n'est pas question, et il est suicidaire pour un patient traumatisé crânioencéphalique d'avoir été examiné rien que au niveau de la tête parce qu'il est venu pour un traumatisme crânioencéphalique. C'est toujours un examen complet, corps entier, appareil par appareil. Et si l'on peut, on fera des examens complémentaires, mais je puis vous assurer que pour le médecin généraliste, ce n'est pas le plus important. On peut même s'en passer. Il y a mieux à faire. L'état général de ce patient, l'examen clinique de ce patient et l'examen des autres appareils. Si on compressait ce qui est dit, on fera un examen général et un examen corps entier de ce patient. Quoi qu'il en soit, et c'est ça l'examen général, il n'y a aucun examen d'un traumatisé crânioencéphalique, quel que soit l'état dans lequel vous l'avez trouvé, aucun examen d'un traumatisé crânioencéphalique ne se conçoit tant que vous ne vous êtes pas assuré qu'il a un état ventilatoire, il respire normalement, il a un état circulatoire, son cœur bat, son pouls est présent. Donc, médecin généraliste que vous et moi, nous sommes, que ce patient ait un état ventilatoire et circulatoire qui soit stable, mais que surtout, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, mais que surtout, si besoin est, que tous les gestes d'urgence aient été faits. Ce n'est pas du ressort du réanimateur, du neurochirurgien, parce qu'ils les verront en dernier ressort. Et si on a perdu du temps ou on a pris le risque de ne pas l'avoir fait, on a déjà compromis le devenir de ce patient. On a déjà contribué à exagérer et à aggraver les lésions secondaires. On a donc contribué à précipiter la mort cérébrale de ce patient. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, à l'hôpital, aux urgences, à un mariage, dans la rue, dans votre véhicule comme passager, et vous tombez sur un patient traumatisé crânioencéphalique, l'urgence, c'est qu'il ait, par votre intervention, un état ventilatoire,
un état circulatoire stable et que s'il y avait des gestes à faire, s'il saignait, s'il avait une plaie du scalp, s'il avait une fracture qui bouge, que tout ça là ait été stabilisé et contrôlé avant de revenir à sa tête. La tête n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est son état ventilatoire et son état circulatoire. Ce qui fait que, comme vous le savez bien, vous et moi, vous avez toute la latitude pour interroger soit le patient, s'il est à même de répondre, mais je puisse vous assurer que ce n'est pas la chose la plus élégante à faire quand on reçoit un patient traumatisé crânioencéphalique. Dans sa phase aiguë, l'urgence n'est pas d'interroger le patient lui-même, mais c'est de voir qu'est-ce qu'il présente comme lésion du scalp. Est-ce qu'il y a quelque chose de palpable? Et comme nous l'avons tous appris, le cerveau, c'est la neurologie, donc on va faire un examen neurologique. Si tant est qu'il est possible d'avoir des informations sur le lieu de l'accident, sur l'éventuelle distance parcourue pour arriver à vous, sur l'éventuelle notion de qu'est-ce qui a été fait avant qu'il ne vienne à vous, si une notion de savoir est-ce qu'ils étaient à bord d'un véhicule, est-ce qu'il y a eu un décès ou pas, s'il était important de savoir est-ce que votre patient a des tares dans le type de diabète, de l'hypertension, est-ce qu'il a une immunodépression, d'où qu'elle vienne, si tant est qu'il est possible d'avoir ces informations, d'accord, mais dans le déroulé de l'exposé, vous verrez qu'en réalité, ces informations ne sont pas la première urgence quand ces patients viennent. Alors, je ne sais pas, je vois des... Merci. Donc, je disais tantôt que de toutes les manières, c'est un patient qui vient et qui est au minimum, s'il est allé vous voir, c'est qu'il est céphalalgique. Donc, imaginez-vous en train d'interroger un patient céphalalgique. Ce n'est pas le plus important. L'entourage va vous renseigner. Donc, nous, notre job, médecin généraliste que vous et moi nous sommes, notre job va consister à regarder ce patient, voir sa tête, à quoi elle ressemble. Est-ce qu'il y a une déformation? Est-ce qu'il y a un saignement? Est-ce qu'il y a une tuméfaction? Comment sont ses yeux? Est-ce qu'il saigne du nez, des oreilles, de la bouche? Si on devrait amener à palper cette tête, c'est juste pour constater qu'il y a une tuméfaction et l'apprécier, pas pour enfoncer son doigt ou un instrument dans son crâne si tant est qu'il y a une issue. Et on va examiner ce patient. En principe, on se donne beaucoup de peine à vouloir, en tant que généraliste, examiner sur le plan neurologique un patient traumatisé crânioencéphalique. Pourtant, ce n'est pas nécessaire. Est-ce qu'il est conscient? On va aller à ce que nous a appris en deuxième année de médecine, le score de Glasgow. Est-ce qu'il bouge spontanément? S'il ne bouge pas, est-ce qu'il a donc un déficit complet ou pas complet? Les détails ne sont pas la priorité. Il bouge, oui. Il bouge, non. Point barre. Donc, on a fait rapidement un examen sommaire de ce patient parce que, quoi qu'on se soit demandé, que se passe-t-il dans sa tête, ce que nous autres, nous voyons, c'est un patient devant nous qu'on va regarder à l'inspection, on va palper, on va faire un examen neurologique. Il n'est pas compliqué. Ne vous fatiguez pas les paix crâniennes, ceci. Non. On va regarder de manière méthodique ses pupilles, donc ses yeux. On va l'interroger, donc le faire parler pour voir s'il est lucide. On va apprécier par le score de Glasgow et on va faire un examen neurologique pour voir s'il a un déficit ou pas. Donc ça passe très très vite.
Notre rôle de médecin généraliste, c'est justement de nous intéresser aux autres appareils. Le thorax, parce qu'on a quitté la tête, l'abdomen, le bassin, le rachis en dernier, et puis les membres, les 4 membres, les 2 thoraciques et les 2 pelviens. En réalité, l'examen des autres appareils en tant que généraliste nous renvoie à la notion de lésion secondaire. Qu'ils nous souviennent, j'ai dit tantôt, les lésions qui sont faites du traumatisme sont faites. On ne pourra pas y faire grand-chose en tant que médecin généraliste. Notre job, ça va être d'intervenir sur les lésions qui peuvent s'ajouter, les lésions secondaires. Et ces lésions secondaires sont le fait d'une émission dans ce traumatisme crânio-encéphalique de lésions qui viendraient du thorax, de l'abdomen, du bassin, du rachis et des membres. Ceci dit, nous savons tous évaluer chez un patient le score de Glasgow. Donc, je ne vais pas vous faire l'offense de m'attarder là-dessus. Au fait, ce n'est pas le score de Glasgow sur un traumatisé crânio-encéphalique qui détermine si c'est un patient qu'on peut laisser aller prendre une tasse de café ou si c'est un patient pour lequel il faut courir tout de suite. Au fait, chez chaque patient traumatisé crânio-encéphalique que nous recevons, nous avons parlé plus haut de son état respiratoire et de son état circulatoire. Il faut prendre, si ce n'était pas le cas, dès à présent, l'habitude de combiner à son état de conscience sa tension artérielle et sa fréquence respiratoire. Ok, bon, apparemment, il y a encore, je pense qu'il y a un calligraphe dans l'assistance qui trace sur l'écran. Donc, je disais tantôt, il faut toujours, chez ces patients, c'est M. Kassogué, c'est ce que je dis, donc il faut toujours, chez ces patients, prendre l'habitude d'associer au score de Glasgow sa pression artérielle, la systolique, et sa fréquence respiratoire. C'est ce que donne ce tableau. En fait, c'est un score révisé des traumatismes crânio-encéphaliques. Et quand on a pu se faire une idée avec cette cotation qui va de 0 à 4, on peut savoir si on a affaire à un patient grave ou à un patient pas grave. Si ça ne se faisait pas, dès aujourd'hui, en tant que médecin généraliste, je vous en prie, combinez score de Glasgow, tension artérielle et fréquence respiratoire. C'est le premier rôle du médecin généraliste. Étant donné que toutes ces communications sont partagées, puisque c'est déjà mis à la disposition de l'organisation, j'espère que par des canaux qui sont connus du REMA, et vous recevrez la présentation. Alors, quand on a fait cette première démarche, l'état de conscience, le score de Glasgow, qu'on a couplé à la stabilité de l'état respiratoire, donc l'état hémodynamique et circulatoire, tout de suite, on est en mesure de prendre le pouls de la situation. Et c'est une question toute bête. Est-ce qu'on a un traumatisme mineur ou un traumatisme grave? On nous a appris à la fac de médecine qu'on a un traumatisme crânio-encéphalique léger, modéré et grave. En réalité, sur le terrain, un traumatisme, il est mineur ou il est grave. Point. Ce qu'il faut entendre par traumatisme mineur, c'est un patient victime d'un traumatisme crânio-encéphalique, quelle que soit la cause qui va venir et qui va vous dire que j'ai eu une perte de connaissance, je ne me suis pas retrouvé au début, je me suis réveillé à l'hôpital. Quand c'est moins de 30 minutes, c'est considéré comme étant mineur.
Quand le patient a une amnésie, il a oublié ce qui s'est passé, mais pendant moins de 24 heures, c'est considéré comme mineur. Quand il a un score de Glasgow qui oscille entre 13 et 15, c'est mineur. Et enfin, quand il est confus ou désorienté, dès qu'il sort de ce cadre, c'est un traumatisme grave. S'il a une perte de connaissance qui va au-delà de 30 minutes, voire 1 heure, bien que vous ayez démarré un traitement, c'est déjà un traumatisme grave. S'il a un score de Glasgow qui est en deçà de 13, c'est déjà grave. Parce que, comme nous l'avons dit tantôt, c'est dynamique et c'est évolutif. Soit il va s'en tirer ou il va s'empirer. Ce n'est jamais stable. Donc, traumatisme crânioencéphalique mineur ou grave. On est toujours dans la généralité et on est toujours dans l'évaluation. Deuxième chose qu'il faut faire et qui s'impose à nous, c'est tout de suite de voir est-ce que c'est un traumatisme qui est isolé, c'est-à-dire que le patient n'a que un traumatisme crânioencéphalique, ou est-ce que à ce traumatisme crânioencéphalique, il y a une lésion du thorax, de l'abdomen, du bassin, des membres ou du rachis. Vous comprenez l'importance d'avoir examiné au début ce patient. Je me reprends. Après avoir qualifié ce traumatisme crânioencéphalique de mineur ou de grave, deuxième préoccupation qui doit être systématisée, est-ce que j'ai en face de moi un traumatisme crânioencéphalique isolé? Certains diront traumatisme crânien. Ce traumatisme est associé à d'autres lésions. D'aucuns diront polytraumatisme, d'aucuns diront traumatisme. Il va falloir faire l'état des lieux. Si c'est un traumatisme crânioencéphalique isolé, est-ce que le crâne bat le cerveau? Ça va très très vite, ces préoccupations. C'est à la seconde près. D'accord. D'accord, donc c'est ça. J'ai délibérément interrompu mon micro parce que j'ai un collègue qui est là et je lui passer le bonjour. Donc, on a qualifié dès le début notre traumatisme crânioencéphalique de grave ou de mineur, mais ensuite, il faut remettre ce traumatisme crânioencéphalique dans le contexte. Est-il seul ou est-il accompagné d'une association de malfaiteurs? Une lésion du thorax, de l'abdomen, du bassin, des membres, quelle qu'elle soit, j'insiste, quelle qu'elle soit. Dès que vous avez un patient traumatisé crânioencéphalique qui a toute autre lésion, si mineure qu'elle soit, la gravité du traumatisme crânioencéphalique est potentialisée. Toutes les lésions extracérébrales, c'est-à-dire qui ne sont pas contenues dans la boîte crânienne, si un patient aggrave la lésion cérébrale, c'est ça, lésion, qu'il ait une fracture, qu'il ait un saignement, qu'il ait une démembration, qu'il ait une insuffisance respiratoire, toutes ces lésions viennent aggraver le traumatisme crânioencéphalique. C'est ça les lésions secondaires. Toutes, elles viendront aggraver.
Donc, ne vous y méprenez pas. Lorsque vous recevez un patient traumatisé crânioencéphalique qui est dans le coma, le problème n'est pas son coma. Le problème, c'est stabiliser les autres lésions que ce patient a. C'est en prenant en charge ces autres lésions que vous lui donnez des chances de survie. Autrement, vous restez calibré. Il faut faire un scanner, mais il va décéder en cours de route. Point barre. Il faut faire un scanner, il va faire un ramollissement cérébral en cours de route. Point barre. Les autres lésions associées. Et donc, étant donné que nous sommes des médecins, bon, on peut être toujours tenté de demander, lorsqu'on a apprécié en mineur et en grave, lorsqu'on a qualifié ou apprécié en traumatisme isolé ou en traumatisme associé, on peut être tenté de demander un scanner. Ce qui est énuméré là sont les conditions minimales pour demander un scanner. Lorsqu'il a un score de Glasgow inférieur à 15 à plus de 2 heures après le traumatisme, lorsqu'il a une amnésie rétrograde, c'est-à-dire qu'il ne peut plus ou il n'arrive pas à se rappeler ce qui s'est passé 30 minutes avant l'accident, lorsqu'il a un déficit, lorsqu'il a vomi plus d'une fois, qu'il a convulsé ou qu'il a une fracture. Ça, c'est le minimum. Maintenant, il y a plus grave qui font demander systématiquement un scanner. Voilà donc, chers collègues, ce qui constituait tout à l'heure, comme j'ai dit, la partie la moins agréable, la mise en bouche, mettre en place le décor pour pouvoir venir, et comme même dit nos étudiants, à proprement parler de ce que doit faire le médecin généraliste devant un cas de traumatisme crânio-encéphalique. Il s'est demandé ce qui se passe, il a évalué. Maintenant, que doit-il faire? Ça va aller très très vite parce que c'est la partie la plus simple, mais paradoxalement, la partie la plus précieuse dans la prise en charge de ces patients. Ce qu'il faut savoir en tant que médecin généraliste, c'est que nous avons face à ces patients des impératifs thérapeutiques. Toujours penser à lutter contre l'hypertension intracrânienne, limiter la souffrance cérébrale et donc la douleur, faire ce qui est possible pour que ce patient continue à être irrigué au niveau de son cerveau. Il faut éviter justement que toutes les lésions parasites viennent aggraver l'état de ce patient. Il faut qu'on puisse lui assurer un conditionnement et éventuellement anticiper sur les complications. Chers collègues, mesdames, messieurs, je voudrais vous rassurer que tout ce qui est listé là est du ressort du médecin généraliste. Tout. Et on verra comment. Première fonction du médecin généraliste, c'est ce que j'ai appelé face à un traumatisé crânioencéphalique. Il est l'agent réceptionniste, il est au comptoir. Et étant au comptoir, ayant reçu en premier ce patient, sa première fonction, c'est de corriger s'il a lieu ou de restaurer un état hémodynamique systémique et une hématose correcte. C'est lui qui a reçu le patient. Il a évalué en 2 temps, 3 secondes. L'interrogatoire, nous l'avons dit, ce n'est pas la priorité. Examen minutieux, comme on nous a appris, c'est du pipeau. Quand nous l'avons reçu, nous sommes dans la position du réceptionniste au comptoir de l'hôtel. Est-ce que ce patient a une libre circulation des voies aériennes supérieures? C'est-à-dire, est-ce qu'il respire normalement ou il a du sable, du sang dans les narines, dans la bouche, dans la gorge? Est-ce qu'il respire bien? Est-ce qu'il a une tension artérielle normale? C'est ça son état circulatoire.
Et enfin, est-ce qu'il y a d'autres lésions? Donc, nous sommes allés au-delà du ABC qu'on nous apprend. C'est ABCD. Toujours, ça fait une deuxième notion importante si on doit rester systématique. La première notion, lorsque nous avons évalué son score de Glasgow, nous avons associé à ce score son état respiratoire, donc la fréquence, et son état circulatoire, la tension artérielle. Et c'est avec ces trois éléments que nous avons classé ce patient selon la gravité. Si nous avons fait cela, il est venu, première fonction, nous sommes agents réceptionnistes. Donc, si on veut être cohérent avec notre système de ABCD, cela nous impose, si ce n'est pas encore le cas, dans toutes les structures où nous sommes en tant que médecins généralistes, de veiller à ce qu'il y ait au minimum un tensiomètre, au minimum une canule de Guédel, parce que s'il s'encombre et qu'on l'a reçu, ce n'est pas un transfert rapide en réanimation, c'est d'abord le A, le libérer des voies aériennes encombrées. Ce qui fait que quand on prend fonction dans une clinique, dans un hôpital, cela doit être notre première préoccupation, bousculer l'autorité administrative, le responsable, pour que aux urgences, à l'accueil, qu'il y ait toujours un aspirateur. On ne court pas pour aller chercher un aspirateur quand on a un patient traumatisé crânioencéphalique. Et on peut œuvrer, se battre pour que dans les prévisions, sur les recettes qui sont faites à partir des hospitalisations, des médicaments qu'on a vendus, disposer d'un aspirateur. Pour ceux qui sont dans le secteur privé, il n'est pas interdit, lorsque vous avez pris en charge ce patient dans le cadre des urgences, de le facturer l'urgence, mais au moins qu'il bénéficie de cette assistance du réceptionniste, de l'agent réceptionniste. Donc, il y a tout ce contenu qui est obligatoire pour tout médecin généraliste. Et ça, je profite pour vous le dire, je ne me suis pas hasardé parce que ce n'était pas utile à vouloir dire que nous allons contextualiser cette communication en disant dans les milieux peu favorisés ou peu médicalisés par rapport à l'Occident. Je puis vous assurer qu'un interne des hôpitaux, quel que soit le pays, quand vous le mettez dans une réanimation, il ne se préoccupe pas de qu'est-ce qui est affiché sur le monitoring parce qu'il se dit c'est du ressort du réanimateur. Donc en fait, dans la pratique, il connaît une machine, mais il n'en sait pas trop de son utilité. Du coup, ça nous ramène, nous tous que nous sommes, au même niveau de responsabilité. Prenez un étudiant en médecine aux États-Unis, en France, en Belgique. Ce n'est pas son problème parce qu'il se dit, interne que je suis de passage, c'est le réanimateur, c'est l'urgentiste qui va s'occuper du tracé, de sa saturation et tout. Du coup, vous êtes au même niveau. Donc, où que vous soyez, arrangez-vous. Quand je parle de couverture, ce malade, il peut faire une hypothermie. Il va avoir froid. Nous avons dit qu'il peut avoir une fracture de membre. Donc, ce n'est pas un carton, un garrot, c'est une attelle synthétique qu'il faut disposer. Donc, je vous ai fait cette petite pousse, ce sac du baladeur qui doit être disponible à tout moment si on veut assumer sa fonction d'agent réceptionniste A, B, C et D. Si on a reçu ce patient et qu'on s'est assuré du ABCD, on passe en tant que médecin généraliste de l'agent réceptionniste à l'agent bienveillant. On parle de traumatisme, donc il y a forcément une douleur. Tout traumatisé crânioencéphalique, quel qu'il soit, le degré, la gravité, mineur ou grave, a mal.
Cela nous impose une mise en observation et une approche anticipative des antalgiques. Nous sommes agents réceptionnistes, nous sommes agents bienveillants. Et ce n'est pas du paracétamol. Non, il a mal, c'est le cerveau. Donc c'est du lourd. Minimum, c'est les paliers des dérivés morphiniques ou de la morphine. Peu importe la manière dont c'est administré. Le fait est que on a un patient qui est susceptible de vomir, qui est susceptible de développer une hypertension intracrânienne. Donc, le bon sens voudrait que l'agent bienveillant, médecin généraliste, lui prenne une voie veineuse et d'emblée lui passe des antalgiques. Ensuite, de bienveillant parce qu'il va mieux, on est un agent d'orientation. Ce patient que j'ai vu, j'ai classé, j'ai évalué, où est-ce que je l'envoie et comment est-ce que je le gère. Soit il a de gros troubles de la conscience, il a un déficit, il a une grosse lésion, généraliste que je suis, je l'oriente. Mais je l'oriente après avoir été réceptionniste et après avoir été bienveillant. Je ne l'expédie pas. C'est ce que nous recommande la classification de Master. Soit c'est un patient qui est du groupe 2, soit ça va être un patient qui est du groupe 1. Je l'ai reçu, j'ai été bienveillant et je l'oriente. Le problème de l'orientation doit être une orientation raisonnée, quel que soit le motif. Il revient au médecin généraliste d'être prudent et d'être regardant dans la manière dont ce patient est transféré. L'objectif étant de ne pas transformer une lésion qui existe en une lésion plus grave. Donc, ce n'est pas évacuer pour évacuer, ce n'est pas orienter pour orienter. Donc, je vous ai mis ça un peu pour dire que dans la survenue des traumatisés crânioencéphaliques, nous devons être solidaires de nos patients, mais pas à la manière du soldat Brian. C'est bien pensé et c'est bien codifié. Donc, c'est ce que j'ai essayé de vous illustrer à travers la manière dont vous allez coordonner le déplacement de ce patient. Ensuite, réceptionniste, bienveillant, orientation. Et c'est là que le plus dur commence pour le médecin généraliste. Vous êtes un agent d'assainissement. C'est-à-dire que le médecin généraliste va s'éloigner un temps soit peu du traumatisme crânioencéphalique lui-même pour s'intéresser à l'environnement de ce patient. Est-ce qu'il sature? J'ai un saturomètre dans ma trousse. Quoi qu'il en soit, il ne doit pas avoir une saturation qui soit moindre de 90%. Il ne peut avoir une pression artérielle systolique qui soit inférieure à 110 mm de mercure. Si c'est le cas, je m'arrête. Est-ce qu'il est choqué? Est-ce qu'il y a des pertes sanguines? Pourquoi a-t-il une hypotension? Ce patient que j'ai rencontré, dont je ne sais pas grand-chose parce que l'idéal n'était pas de commencer à l'interroger pour savoir s'il vient d'un restaurant, s'il vient d'un mariage ou s'il vient du vendeur d'à côté, c'est systématique que j'ai sa glycémie. Là, j'ai mis les chiffres en grammes par litre et non en millimol. C'est systématique. Et ça, c'est le ressort du médecin généraliste et de prendre sa température. Et donc, quand on a fait tout ça, qu'on a été l'agent d'assainissement, ben on prend les mesures qui s'imposent.
C'est-à-dire, ça nous renvoie à la prévention de ces axos que nous avons vus dans la première partie de la présentation. Cela va consister en quoi? Au mieux, on l'a aspiré, au mieux. Mais au meilleur, si on a appris à le faire, que les conditions l'exigent, le temps que ce malade soit transféré, intubez-le. Et quand je dis intubez-le, je suis formel. Nous tous, lorsque nous faisons nos stages d'internés, qu'on nous envoie aux urgences et en réanimation, on nous apprend à intuber. Ce n'est pas un geste spécialiste, je puis vous l'assurer. Donc, quand cela est possible, oui. Quand ce n'est pas possible, parce que c'est souvent le cas, on a mis à ce patient une canule de Guédel qu'on a dans notre trousse et on a continué à l'aspirer pour lui assurer un minimum de saturation. J'insiste et je suis formel. Ce n'est pas du ressort du spécialiste. Le spécialiste, quand il le verra, ce patient serait à 0% de saturation. Que ce soit un patient qui lui a été adressé ou que ce soit un patient pour lequel on l'a appelé. Donc, on va gagner du temps en étant généraliste à faire ce premier geste. Une canule et on l'a aspiré ou on l'a intubé. Personne ne vous coupera la tête pour ça. Deuxième chose, puisqu'on est préoccupé par le maintien d'une pression artérielle et donc assurer un débit sanguin cérébral à ce patient, mais on va le remplir en tant que généraliste, agent d'assainissement qui s'occupe de l'environnement immédiat de ces lésions traumatiques et non du traumatisme crânio-encéphalique lui-même. Tout le monde peut le faire. Prendre des solutés hypertoniques, des colloïdes, du sérum salé ou du sérum salé hypertonique. Mais on ne s'est pas contenté que de ça. Quand il est venu, d'emblée, on se met à l'esprit que si ce monsieur a un traumatisme crânio-encéphalique et qu'il est classé, pas mineur, mais grave, parce qu'il a un score de Glasgow inférieur à 12, il a forcément une perturbation au niveau de son ionogramme. Donc, renforcer ces solutés, renforcez-les avec des électrolytes. On est passé d'agent d'assainissement à un agent de veille. C'est la notion de surveillance régulière, toutes les 30 minutes, voire toutes les 2 heures. Pourtant, c'est un malade qui est peut-être lucide, mais la situation est dynamique et évolutive. Donc, on va le surveiller. On va surveiller son état de conscience. On va toujours regarder ses pupilles. On va continuer à voir s'il a un état hémodynamique qui reste bon, s'il a des taux du rythme ou pas, et est-ce qu'entre-temps, un déficit est apparu. Et si on a été un bon agent de veille, c'est qu'on a on est un bon agent capable de donner l'alerte. C'est-à-dire, on sort donc de son rôle d'assainissement et on va maintenant vers l'agent d'orientation qui dit ce patient s'aggrave, il passe groupe 3, je ne le garde plus avec moi, je le transfère, j'appelle les compétences parce qu'en temps des troubles de la conscience se sont installés, un déficit est apparu, une anomalie au niveau de ses pupilles est apparue. Les deux vont de pair, l'agent de veille que nous sommes en tant que médecins généralistes et l'agent donneur d'alerte. Nous devons pouvoir enfin anticiper. Le nursing, c'est en même temps. Prévenir les complications thromboemboliques, c'est en même temps. Les complications thromboemboliques, il faut s'en méfier chez le traumatisme crânio-encéphalique. Ça peut survenir dans les 1 à 2 heures après son traumatisme. Il vient pour un traumatisme crânio-encéphalique, on le conditionne dans son lit, il vous fait justement une embolie pulmonaire. Point barre.
Il ne vous fera pas des varices œsophagènes, il ne vous fera pas un œdème de cyste, non, il vous fait une embolie pulmonaire d'emblée. Alors, nous revenons sur le traitement, ce que nous appelons en urgence ou en semi-urgence des lésions associées. Les fractures, s'il en a, s'il a une fracture ouverte, on fait un pansement où on la convertit en fracture fermée. On stabilise parce que ne prenant pas en charge ces lésions, ce qui arrive, on entretient une douleur, la douleur entretient l'agitation. On entretient une gêne respiratoire, la gêne respiratoire aggrave l'ischémie cérébrale. Donc, tout ça là est du ressort du médecin généraliste qu'il a vu en premier. Ne dites pas, bon, je m'occupe de sa tête, j'appelle l'orthopédiste. Non, nous sommes l'agent avant-gardiste, l'agent réceptionniste. Il a convulsé, ben on va lui mettre des anticonvulsivants. Voilà, chers collègues, chers amis, l'essentiel de ce que, en tant que médecin généraliste, on doit être capable de faire. C'est être capable et être obligé, c'est obligatoire. Maintenant, ça c'est pour amuser la galerie. Vous pouvez être confronté dans vos pratiques à des situations spécifiques. On vous amène aux urgences une dame avec une pointe. Ce n'est pas une question de spécialiste ou de je suis audacieux. Quand ils viennent comme ça, ils sont toujours lucides. C'est des lésions un peu particulières. Ne vous fatiguez pas à vouloir, non. Occupez-vous d'être un agent réceptionniste, un agent bienveillant, un agent d'assainissement et un agent d'alerte. Ça, pas touche, comme je dis à mes enfants. Mais vous en recevrez de comme ça aussi, qui viennent et qui sont spectaculaires. Tout le monde accourt pour poser son smartphone et prendre des photos. Quand on a fini la phase bling bling, il n'y a aucun problème. Mais je vous assure, aucun à porter des gants stériles, à ne pas mettre, mais jamais, ni alcool, ni bétadine, juste prendre du sérum physiologique. Si c'est possible de le chauffer à 37 degrés, si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Lavez. Tout ce que vous voyez, lavez. Mettez du sérum, lavez. Et une fois que vous avez lavé, deux choses. Soit vous faites un pansement, si vous n'êtes pas courageux, soit vous suturez comme vous aurez suturé une cuisse, une jambe, ce que nous appelons dans notre jargon de manière maladroite la petite chirurgie. Il n'y a pas de petite chirurgie. Mais lavez, fermez avant de référer ce patient. Médecin généraliste. Vous voyez combien, à quelle distance se trouvent les neurochirurgiens? Très loin. C'est la même chose. C'est du cerveau et tout. Ça n'a rien d'extraordinaire. Ça n'a rien de stratosphérique. Lavez. Dès que vous lavez, vous verrez que tout ce qui est là devient propre. Faites un bandage ou suturez. Ce qu'il ne faut pas faire, je me répète, c'est mettre de l'alcool, de la bétadine ou vouloir faire un décapage. Non. Vous ne pouvez pas décaper parce que vous n'avez pas idée de ce sur quoi vous pouvez tomber. Laver, c'est une obligation. Si vous ne lavez pas, vous l'exposez à y mettre tous les germes et quand il arrive chez nous, il n'y a plus grand-chose à faire. Toujours dans le même mode d'idée, n'ayez pas peur. C'est pour partager avec vous les choses que nous voyons de temps en temps. Des machettes, vous voyez, un collègue courageux, il a suturé et il envoie. Nous, on le récupère. C'est le médecin généraliste, je vous assure. Et je sais que vous êtes capable et que vous savez le faire. Alors, ça, c'est des urgences neurochirurgicales qui peuvent survenir. Donc, on va dans un autre cadre, mais ce n'est pas indispensable. Sinon, je voudrais vous remercier
d'avoir eu la patience d'écouter. Je pensais avoir fait bref, mais ça a quand même été long. Le bien-être, la vie et la santé de nos patients, mais aussi l'exercice de notre métier en valait la chandelle, ça en valait le jeu. Et donc, je vais conclure en disant que de toutes les manières, un traumatisé crânioencéphalique, c'est d'abord l'affaire du médecin généraliste et rien que le médecin généraliste. Donc, il doit être capable de pouvoir décrire, de voir quelles sont les modalités de prise en charge, quelle stratégie il fait, comment il s'adapte, qu'est-ce qu'il dit, quel monitorage il organise, comment est-ce qu'il prend en charge l'hypertension, comment est-ce qu'il fait la prévention, l'hémostase, etc., etc. Voilà, chers collègues, chers amis, encore une fois, merci. C'est ce que il m'a été demandé de partager avec vous ce matin. Je remercie les collègues qui ont pensé à m'associer. C'est un devoir plaisant. Je vous remercie.